Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Au-delà du mur. Aujourd'hui, je vous propose, une fois n'est pas coutume, le profil d'une personne atypique. Qu'est-ce que cette personne est atypique ? Eh bien, elle a joué au basket pendant très longtemps, à haut niveau suisse et même européen, français, avec l'équipe de Lyon en France. Et puis je suis tombé un peu par hasard sur son profil Instagram dernièrement, quand j'ai découvert qu'il faisait la Diagonale des Fous. Et dernièrement, il a également participé à la CCC, qui fait partie des fameuses courses de la course de quartier qui a lieu à Chamonix fin août, début septembre. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit d'Harold Mrazek. Lors de notre discussion, il nous a parlé de ce que ça fait de tirer la prise de la carrière d'un sportif d'élite, et puis fondamentalement ce qu'il a appris en découvrant le trail running. On peut se dire que quelqu'un qui a passé une carrière d'élite connaît tout, à tous les niveaux, au niveau du sport. C'est pas exactement ça qui s'est passé. Je me réjouis de l'épisode que vous avez écouté et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au-delà du mur. Je suis Hugo. Après avoir pratiqué la course à pied un peu au feeling pendant des années, je suis parti à la rencontre d'experts, de championnes et de champions pour trouver les techniques qui m'aideraient à progresser. Seul ou avec des invités, je vous partage mes découvertes, des conseils et des astuces pour que vous éprouviez du plaisir dans la course à pied et vous aider à construire votre propre champion. Installez-vous confortablement dans votre siège et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour mon cher invité, comment vas-tu ? Mais très bien, merci de m'accueillir. C'est un honneur de pouvoir avoir quelqu'un de si prestigieux que toi quand même à ma table, le Mozart du basket suisse, il y avait plein de diminutifs, j'ai encore regardé ta page Wikipédia cet après-midi, c'était prolifique, le verbe était grand. Pour les gens qui ne savent pas encore qui tu es ou de qui il s'agit, tu pourrais nous donner ton nom. Mon nom, Harold Mrazek. Donc le divin chauve, c'est aussi un autre surnom qui est sur Wikipédia. 50 ans, marié, 2 grandes filles, et puis ancien basketteur, banquier et reconverti à la course à pied. Excellent, c'est un immense CV déjà. Du coup, tu as 150 ans ou quel âge t'as ? Juste 50. Alors, vraiment, merci de me consacrer ce temps-là, parce que j'imagine bien que parler de peut-être la gloire d'une période qui était face de sa vie, c'est peut-être pas toujours réjouissant, mais je pense que c'est hyper important de faire ce partage-là, de pouvoir offrir ce genre de retour d'expérience-là aux gens qui écoutent le podcast pour qu'ils sachent que il y a toujours quelque chose après des grands moments, que ce soit la compétition, un changement de carrière. Donc je te remercie vraiment beaucoup pour ton témoignage aujourd'hui. Avec grand plaisir. Du coup, si on revient quelques années en arrière, ton 50e anniversaire, félicitations d'ailleurs, tu as eu 50 ans cette année. Ouais, au mois d'avril, donc ça fait déjà un petit peu. Ouais. C'est consommé, t'es passé à autre chose. Absolument, ouais. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 50 ans ? Alors, moi, absolument rien, je suis passé tout droit. Mon épouse, qui est de la même année, a vécu ça de manière un peu plus difficile. Ouais. mais non, moi, alors, j'ai pas du tout l'impression que ça... Enfin, c'est pas que j'ai pas l'impression que ça pèse sur mes épaules, mais non, moi, je passe tout droit. Je suis resté le même, je continue à faire les mêmes bêtises. Non, pas de souci avec ça. Des challenges de 100 kills, voilà. Par exemple. Si tu nous parlais un peu de ton enfance, où est-ce que tu as grandi, d'où est-ce que tu viens ? Donc je viens de Fribourg, mes parents qui sont les deux originaires de Prague, donc de la République tchèque, sont passés par la France dans les années 70 et ont atterri à Fribourg pour jouer au basket, jouer et entraîner. Donc mon père à Fribourg Olympique, ma maman à City Fribourg. Donc les deux sont basketteurs et puis donc j'ai vécu à la route de Villars, puis au Guintsay pendant toute mon enfance. École primaire à la Vignetta, ensuite Jolimont, Gambard, donc voilà le cursus un peu standard. Vivre dans une famille de sportifs, donc très sportifs dès le plus jeune âge. J'ai touché, je pense, un petit peu tous les sports possibles et imaginables quand j'étais petit.
jusqu'à l'âge de 14 ans où j'ai dû me décider en jouant et au foot et au basket en même temps de choisir plus qu'un sport. Donc à 14 ans, ça a été définitif, j'ai fait plus que du basket. C'était évident, le choix basket-football ou pas forcément? Non, j'ai eu la chance que mes parents, les deux basketteurs, m'ont jamais poussé dans ce sport. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de foot avant, j'ai fait de la natation, j'ai fait du judo, j'ai fait pas mal d'athlétisme, j'ai fait du tennis. Donc c'est vrai que j'ai touché vraiment un petit peu à tout. J'habitais au Guindsay, donc jouer à Richemont, c'était assez facile, c'était juste au-dessus de la maison. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer au foot. Mais ensuite, voilà, encore un peu plus peut-être au basket. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, de faire le match de foot à 13h30 et le match de basket à 17h, ça devenait un peu compliqué. Donc j'ai dû choisir, mais non, à 14 ans, c'était assez évident. Je voyais que c'était vraiment dans le basket que je pensais pouvoir m'épanouir. Tu avais déjà la taille? Ouais, j'étais pas trop grand, mais j'ai grandi un peu de manière constante. Donc j'étais relativement grand, mais j'ai jamais joué à un poste de grand, donc j'étais toujours assez rapide, assez mobile, assez adroit. Donc c'est ça qui a vraiment été ma force pendant toutes ces années. Ok. Et comment ça s'est passé dans le basket? Est-ce que t'as été un talent précoce ou c'est à coup de travail, d'heures de travail, de panier, enfin comme dans les films qu'on voit au cinéma, que t'as réussi à percer ou ça a été évident? Alors ça a été, on va dire, assez vite pour atteindre un niveau où je me dis je peux aller plus loin. Donc c'est vrai que dès que j'ai touché un ballon, ça a été assez vite. Quand j'ai vraiment choisi ma voie, donc mon père m'a dit bon maintenant que tu as choisi, on va faire en sorte que tu fasses les choses justes. Donc là, il m'a très très vite pris en main pour apprendre la très bonne technique et tout ça, surtout au niveau du tir. Et puis après, c'est clair que je pense que j'ai récupéré un peu de talent. On dit toujours plus de ma mère que de mon père. Et puis ça a été pas facile, mais j'ai eu un certain talent. Mais ensuite, c'est clair que sans travail, c'est impossible, quoi. Comme tout sportif te dira, le talent mène jusqu'à un certain bout. Mais ensuite, faut bosser, quoi. Donc c'est clair que ensuite, il fallait s'entraîner, avoir une rigueur, une hygiène de vie, etc. Et puis c'est comme ça que j'ai pu passer les paliers et puis aller plus loin. Je dirais que ça facilite quand même grandement d'avoir tes parents qui sont dans le sport de compétition et ils ont un peu pu te montrer la voie. Enfin, déjà chez vous, je pense que tout ce qui était nutrition, sommeil, hygiène de vie, c'était déjà assez bien carré, donc tu étais dans les bonnes dispositions pour performer. Alors ça c'est clair, c'était un grand atout parce que j'ai pas dû changer ma façon de vivre, quoi. Donc c'est clair que nous, poulet pâtes, je veux dire, je connais depuis mon enfance. Donc c'est vrai que j'ai jamais eu de frites à la maison, j'ai jamais eu de soda à la maison. Donc c'est vrai qu'on buvait de l'eau, on mangeait des pâtes, on mangeait du poulet. Enfin, on a toujours mangé très sainement. Tu te parlais des sorties, du sommeil, etc. L'hygiène de vie globalement dans la famille, elle était très bonne. Donc j'ai pas dû changer. Et puis c'est vrai que ça m'a suivi, même quand je suis parti de la maison relativement tôt. J'étais à cette école-là, donc je me cuisinais exactement ça, je mangeais ça, je buvais, je dormais, je me reposais. Donc ça a été assez vite mon hygiène de vie. Et puis j'ai été très strict là-dessus jusqu'à la fin de ma carrière. Et tu as percé donc relativement tôt au niveau du basket. Au niveau de ta formation, est-ce que tu l'as mise en stand-by? Tu t'es consacré à 100% dans le basket ou tu avais toujours quand même un petit pied dans l'école? Alors bon, ça c'est l'avantage du basket qui n'est pas un sport totalement professionnel, surtout quand moi j'ai joué, on va dire dans les années 90, on était quasiment tous des étudiants. Donc c'est vrai que dans toutes les années basket, au début au Fribourg Olympique, on était 6 ou 7 joueurs, on était à l'université à Fribourg. Donc c'est vrai que ça m'a permis de conjuguer les deux. Un peu plus longtemps que ceux qui s'adonnent qu'aux études, mais n'empêche que j'ai pu faire un cursus, on va dire, standard. Et puis, c'est vrai que j'ai fait réellement on va dire, une parenthèse professionnelle entre 27 et 33 ans, 32 ans environ. Donc là, les 5 ans que j'étais en France, donc là, clairement, j'étais professionnel. Avant, c'était du semi-pro, on va dire. Si t'as commencé à parler du coup de ta carrière de basket, on va sauter les deux pieds en plein dedans. Début Fribourg Olympique, comment ça se passe quand tu intègres une structure? Alors, tu as commencé à Villars, sauf erreur, c'est ça? Ouais. Donc Villars, Fribourg Olympique, carrière pro, comment ça s'est passé? Bon, c'était
le rêve qui devient réalité pour un Fribourgeois. Hein. Je me rappelle, j'étais tout petit, je jouais à Villars, on allait voir le match du Fribourg Olympique, c'était incroyable. On confectionnait des banderoles, on était des méga fans. Donc c'est clair que le jour où je suis arrivé, puis j'avais même pas 18 ans, je suis arrivé en Liga, on m'a donné la veste du club, quoi. Donc ça, c'était incroyable, quoi. Je veux dire, non, c'était vraiment top, quoi. J'arrive à Olympique. Bon, j'arrive la première année, on gagne le championnat, donc c'est clair que c'était incroyable. Pour moi, c'était pas pro, j'arrivais au plus haut niveau possible, c'était le rêve réalité, quoi. Puis ça reste une institution. Alors on dit toujours, à chaque fois qu'on dit olympique, il y a toujours un autre qualificatif qui vient avec, c'est le club le plus titré de Suisse. Et ça continue encore, olympique, ça écrase, c'est un club qui écrase quand même littéralement la concurrence. Ils ont une salle déjà pour s'entraîner, ils doivent partager une salle de sport comme par exemple dans le canton de Vaud. Donc c'est quoi la recette, toi qui as vécu là-dedans, c'est quoi une des recettes qui fait que Fribourg Olympique cartonne à ce point-là? Moi, je pense que c'est la culture du club depuis ses débuts. Hein. Ça a été un club des Fribourgeois. Il a bien été structuré. Le public est toujours là, répond toujours. Il y a toujours eu des joueurs qui ont été attirés ici. Il y a toujours eu des bons entraîneurs. C'est vrai qu'on dit chaque fois, il y a un entraîneur qui arrive, il dit « Ah, ben il est incroyable, dommage qu'il parte, etc. » Mais il y en a chaque fois un autre derrière qui arrivait, qui faisait bien. On a vécu les années Ivanovic, on a eu les années Leroy, il y a eu chaque fois des titres. Là, il y a Pétard qui est arrivé, il a fait la plus grosse carrière d'entraîneur en Suisse. Finalement, c'est lui. C'est incroyable. Maintenant, il y a de nouveau Thibaut Petit qui vient, donc c'est de nouveau un an. J'espère qu'il va de nouveau faire aussi quelque chose de bien. Il y a eu des présidents qui se sont suivis, qui étaient bons, qui ont donné aussi. Alexandre Marangoni qui est arrivé avec Benetton, qui a fait beaucoup pour le club. Il y a d'autres qui sont arrivés derrière. Maintenant, Philippe de Gautreau vient de passer la main, mais il a fait un job incroyable pendant ces années. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu quelqu'un derrière qui reprenait la flamme olympique avec tout ce suivi, et puis l'engouement des populaires n'a pas baissé, le support des sponsors, etc. n'a pas baissé, donc ça a permis d'avoir une gestion saine. Il n'y a pas tout à coup un mécène qui est arrivé, qui a voulu tout casser et faire comme ça, et ça a toujours été sain. Et puis on a vu, les résultats ils suivent. C'est vrai qu'on ne peut pas gagner presque chaque année, mais on n'est pas loin, quoi. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as retrouvé cette ambiance et cette culture alors on va pas dire familiale, parce que après Fribourg c'est un grand village, mais est-ce que tu as retrouvé cette atmosphère et cette ambiance et cette culture dans un autre club, ou pas forcément? Non, alors c'est vrai que j'ai joué en Suisse, j'ai joué à Bellinzone et puis j'ai joué à Lugano. Alors c'est vrai qu'au Tessin c'était super, mais justement c'était des structures, je ne vais pas dire éphémères, parce que c'est pas vrai, Lugano existe toujours, mais il y avait toujours tout à coup un mécène qui arrivait, ou un grand président qui voulait faire bouger les choses. Et puis ça a duré quelques années. Ça a gagné pendant quelques années, mais tout à coup, après, quand il n'est plus là, il y a tout qui part. Il n'y a pas une structure saine, rigide, qui reste, avec des autres dirigeants, des autres sponsors, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué. On voit ça dans pas mal de clubs, justement, qui ont des hauts et des bas, etc. Ou qui même changent de ligue ou disparaissent parce qu'il n'y a pas cette structure de fond. Et toi, dans tes choix de carrière, alors t'as pas beaucoup changé de club finalement, donc on peut presque dire que t'es un clubiste, mais t'es parti d'Olympique, t'es quand même revenu. C'est quoi les critères qui faisaient que tu choisissais un club? Bon, alors c'est clair que Fribourg, c'est mon club de cœur, donc je suis là. La première fois où je suis parti, c'était quand j'étais à Bellinzone. En fait, c'était une des grosses désillusions, enfin si ce n'est la seule de ma carrière, où je devais partir aux États-Unis en université, et puis tout à coup ça n'a pas marché au dernier moment, donc dans ma tête j'étais déjà loin de Fribourg, je voulais partir, donc je ne voulais pas rester, donc finalement je me suis retrouvé avec l'ancien entraîneur d'Olympique, Joe Welton, à Bellinzone, donc j'ai fait 3 ans là-bas. Après je suis revenu à Olympique, et puis après j'ai pu retourner au Tessin. J'adore le Tessin, c'est vrai que c'est cool. Donc je suis reparti au Tessin, il faisait une grosse équipe là-bas, et puis j'ai refait 2 ans là-bas, et puis après j'ai pu partir en France. Donc là j'ai saisi l'opportunité pour aller en France, j'ai fait 5 ans là-bas, et puis pour revenir finalement, finir ma carrière là où j'ai commencé à Fribourg. On revient justement le départ en France. Quand on préparait justement l'interview, t'as même dit aussi en intro, t'as une famille. À quel moment est-ce que t'as décidé, t'as rencontré ta femme et t'as décidé de fonder une famille? Oh, ça a été assez rapide. Nous, on se connaît depuis l'âge de 16 ans, donc ça date.
Bon, c'est aussi connu par le sport. C'était une nageuse de compétition, donc c'est vrai que elle comprend ce que c'est, les sacrifices, elle comprend ce que c'est les entraînements. On était au collège ensemble, on était déjà ensemble justement au collège et on savait, nous les sorties, il n'y avait pas quoi. On s'entraînait les deux tous les jours, on avait les compétitions le week-end. Donc on était déjà dans ce mode de vie un peu austère, si on veut bien. Donc on n'a pas vécu la même jeunesse que tout le monde, mais par contre, c'est vrai que dès que au bout d'un moment, elle a arrêté la compétition, moi j'ai continué, et puis c'est vrai que je me suis marié, j'avais 25 ans, elle est enseignante, donc elle a déjà eu sa classe, elle était déjà entre guillemets, professionnelle au niveau de l'enseignement, elle avait 22 ou 23 ans. Et puis voilà, on s'est marié à 25, j'ai eu ma première fille à 27, la deuxième à 29, ils sont arrivés assez vite, si on veut bien. Donc la première était née quand j'étais encore à Lugano, et puis la deuxième est née ma première année en France. Donc voilà, la logistique a suivi, et puis on a fait en sorte que ça fonctionne. Et concrètement, ça se passait comment? Tu rentrais de temps en temps ou... Non, alors tout le mérite en revient à mon épouse. C'est vrai qu'elle a travaillé à 100% jusqu'à la naissance de nos filles, et puis ensuite elle a pu travailler à 50%, et puis du coup elle faisait la moitié de la semaine en enseignant, puis la moitié de la semaine elle bougeait, elle venait me rejoindre. Donc elle a fait 2 ans les voyages à Lugano, et puis après pendant 4 ans elle a fait en France. Donc finalement Lyon est plus proche que Lugano en termes de trafic. Ouais, dans l'absolu, j'imagine. Dans l'absolu on gagne 15 minutes. Donc elle était presque contente, il n'y a pas le Gothard, etc. Et à l'époque il n'y avait pas les bouchons de la douane de Bardonnay, donc ça roulait un petit peu mieux. Donc non, elle a fait un peu plus de 5 ans de voyage quasiment tous les week-ends avec puis avec les deux filles toutes petites. Donc voilà, mon très grand mérite, j'ai pu ainsi voir mes filles 3 ou 4 jours par semaine, et puis finalement en profiter beaucoup plus qu'en fin de carrière où je travaillais déjà à 100% plus les entraînements. Là, oui, je m'entraînais 2 fois par jour, mais l'après-midi j'avais les siestes, etc., puis je pouvais les voir. C'était votre mode de fonctionnement, votre équilibre qui t'a permis de rester quand même 5 ans. Ouais, exactement. Ouais, non, ça fonctionnait très bien. Elle a pu faire les voyages. Et puis, ce qui était chouette, c'est que la dernière année, elle a pu prendre une année sabbatique. On savait on avait pris la décision que c'était ma dernière année parce que la grande fille allait commencer l'école primaire. On voulait qu'elle commence en Suisse. Donc, mon épouse allait de toute façon rentrer en Suisse avec les filles. Puis, j'ai dit, voilà, je vais pas prolonger ma carrière encore 1 année, 2 ans ou 3 ans en France. On décide, on rentre et puis on fera autre chose. Ouais. Puis, en ce qui concerne le basket, en Suisse, olympique, c'est clairement la référence. Je dis pas ça parce qu'on a Fribourg. Mais voilà. Autant en France, Lyon, c'est un des clubs phares, si ce n'est l'un des meilleurs clubs du pays. C'était une évolution logique, une nécessité justement de pouvoir aller confronter à the next best thing. Ouais, c'était un peu le rêve inaccessible, l'Europe, aller jouer en Europe. C'est vrai que en Suisse, le problème que j'avais, c'est que j'étais toujours dans un club qui gagnait. Donc, j'ai quasiment gagné partout où j'allais. Donc j'avais cette culture de la gagne, et j'avais eu plusieurs propositions pour des clubs à l'étranger, mais c'était plutôt des clubs de deuxième niveau de classement, etc. Donc je voulais pas partir uniquement pour être professionnel à l'étranger, pour jouer le maintien ou jouer le milieu de classement. Donc c'est vrai que j'ai refusé pas mal de propositions parce que je restais en Suisse et puis que je jouais la gagne chaque fois. Et puis est venue cette proposition de Villeurbanne, et puis je me dis, voilà, ça c'est le club le plus titré de France. En plus, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient plus gagné, ils avaient perdu 5 finales, donc ils se battaient vraiment pour la gagne, ils voulaient à tout prix gagner. Donc je me dis, ça se refuse pas, quoi. Donc, et puis voilà, la chance du débutant, j'arrive là-bas, première année, on gagne, quoi. Donc c'est vrai que c'était incroyable. Le Mozart a encore frappé. Ouais, je suis la patte blanche, la patte de lapin. Exactement. Et l'expérience à Villeurbanne, donc tu as joué l'Europe, j'imagine. Qu'est-ce que tu retiens? Alors je vais pas te demander une chose que tu retiens, mais au niveau expérience et structure, j'imagine que tout est quand même plus grand. C'est une autre dimension. Donc, comment est-ce que toi, Mozart, Suisse, t'arrives dans une structure comme ça, tu fais pour t'adapter et t'intégrer? Bon, alors l'avantage c'était que c'était en France, donc étant francophone ça va assez vite. Et puis bon, je suis quelqu'un qui est assez sympa à la base et qui aime bien discuter avec les gens, donc c'est vrai que ça a été assez rapide. Après, c'est assez facile de s'intégrer dans une structure, on prend soin de vous à ce niveau-là, quoi. Je viens d'un pays presque totalement amateur, à intégrer
structure complètement professionnelle où on s'occupe de nous de A à Z. Donc si on est déjà débrouillé à la base et qu'on arrive dans une structure comme ça, c'est absolument incroyable, quoi. On n'a rien besoin de faire. Je veux dire, les entraînements, on nous nettoie nos affaires, on nous prépare nos affaires, il y a le masseur, il y a le kiné, il y a tous les déplacements, on nous fait presque à manger. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Donc là, on est vraiment chouchouté. Et puis après, ben voilà, on se dit que vraiment on peut se consacrer vraiment que à l'entraînement, à la récupération, etc. Et puis, bah, comme tu as dit, après on joue l'Europe, on a joué l'Euroleague pendant 4 ans. Donc c'est toutes les semaines, c'est un voyage à travers l'Europe, etc. Les plus gros clubs, les plus gros stades. Donc ouais, on tombe dans quelque chose qui est incroyable. Après avoir connu ça, tu te disais pas, t'as connu ça, t'as connu la Suisse, tu t'es pas dit à un moment j'ai envie d'amener ce professionnalisme-là en Suisse et du coup devenir entraîneur ou je sais pas, directeur sportif? Non, alors entraîneur pas, ça m'est jamais attiré. J'ai dit je prenais déjà tellement de temps pour moi quand j'étais joueur, alors j'imaginais l'entraîneur qui doit faire la même chose mais qui doit en plus préparer tous les entraînements, tous les matchs, scouter, etc. Ça prendrait du H24, j'imagine, si on veut faire le travail bien. Donc non, ça m'a jamais fait envie. Après c'est clair, quand on voit les structures évoluer à l'étranger puis on va en Suisse, ben voilà, c'est vraiment deux vitesses. J'y repensais encore cet été en voyant l'Allemagne gagner les championnats du monde. Je me rappelle, en équipe suisse U16, on jouait au même niveau que les Allemands. Quand moi je jouais, on était au même niveau. Oui. Et à ce moment-là, juste après, il y a Dirk Nowitzki qui est parti aux États-Unis. Bah, il a fait la carrière, ça a fait un méga buzz. Ils ont vraiment pris ce buzz de la NBA, ils l'ont implanté, ils ont amené nombre d'étrangers illimité, ils ont construit des stades, ils ont fait Pom Pom Girl, bière, saucisse, etc. Et ça fonctionnait, ils ont été champions d'Europe quelques années après, maintenant ils sont champions du monde. Donc on voit l'évolution que l'Allemagne a eue les 30 dernières années au niveau basket par rapport à la Suisse. Je veux dire, c'est exponentiellement supérieur. Et chez nous, en 30 ans, on n'a toujours qu'une salle maintenant, c'est Fribourg. Et puis je pensais finir ma carrière dedans parce qu'il y avait des projets depuis X années et finalement j'ai pas fini dedans parce que ça a duré encore plus longtemps. Mais on est la seule. Donc voilà, on n'a pas de salle, les sponsors, du coup la télé, voilà, ça c'est le cercle vicieux du business. Ouais. Ce qui est assez fou, c'est que, alors, on peut dire que la Suisse n'est pas un pays de basket, mais l'Allemagne a priori non plus. C'est pas vraiment. Maintenant, oui, visiblement, ils sont champions du monde, mais comme tu dis très justement, ils ont réussi à profiter du fait qu'il y a quelqu'un qui est percé à l'étranger, alors dire que c'est pas Thabo Sefolosha ou Clint Capella, mais il y en a quand même. Et pourtant, les deux viennent du canton de Vaud et sur Vaud, il n'y a rien. Alors, le canton de Vaud fait beaucoup de choses très bien, mais on n'a pas réussi à extraire ce genre d'envie-là. Pourtant, le basket, c'est un sport qui est extrêmement accessible, comme le football, par exemple. Et puis, on aurait tout à gagner à améliorer les structures au niveau du basket en Suisse. Je ne comprends pas ce qui cloche. Ouais, c'est une bonne question. C'est bien, maintenant Thabo est revenu, il veut s'impliquer aussi peut-être dans la Fédé, donc voilà, ça c'est des points qui sont super positifs. Clint Capella maintenant, c'est aussi un autre porte-drapeau. Donc c'est vrai que moi je suis parti, j'étais le premier vraiment à partir à l'étranger. Maintenant, voilà, il y en a quand même deux qui ont fait des carrières NBA. Ouais, je trouve dommage que ça s'arrête là. Après, il y a toujours une espèce de petite guéguerre des présidents. Certes, il y en a toujours 2 ou 3 qui veulent pousser en avant, 2 ou 3 qui sont ni chaud ni froid, puis 2 ou 3 qui retiennent les chevaux. Donc, tant qu'il n'y aura pas une unité au niveau suisse où on veut faire le pas, on n'arrivera pas. Ouais, c'est peut-être ce qu'il y a dans la NBA, ce qu'ils ont réussi à faire en Allemagne. Excellent. Si on revient, alors on va en accélérer, on revient dernière année à Olympique. Donc tu as presque tout gagné avec Villeurbanne, pas l'Euroleague. Non. Une autre fois peut-être. Donc tu reviens à Olympique, tu sais que c'est tes 2 dernières années de contrat, c'est juste ? Ouais. Tu viens pourquoi ? C'est une retraite dorée, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu reviens à Fribourg ? Je reviens à Fribourg parce que c'est chez moi. Donc c'est clair que je revenais pour travailler. En fait, pour moi, j'ai eu 2 fins de carrière, si on revient. Je pense en avoir qu'une, mais finalement j'en ai eu 2. C'est quand j'ai arrêté à Villeurbanne, j'ai dit voilà, le sport professionnel maintenant c'est fini. C'est vrai que la dernière année à Villeurbanne, au moment où je savais que j'allais rentrer, où je savais que ma fille allait commencer et tout,
bah là, dans ma tête, ça a déjà switché. J'ai dit, maintenant, il faut que j'utilise mes neurones, il faut que je fasse un job à côté. Et là, tout à coup, je voyais tout le côté un peu obscur du sport professionnel. Je me dis, moi, m'entraîner, récupérer, ça va bien, mais voir les autres faire de la PlayStation et tout à côté, ouais, à un moment donné, je pouvais plus. Je me dis, bah maintenant, c'est le bon moment. C'est le bon moment d'arrêter. T'as 32, 33 ans, même si t'as encore quelques années devant toi, fais autre chose. Puis je dis, bah maintenant, comme je suis encore en forme, je dis, bah, je vais finir là où j'ai commencé. Donc voilà, je vais finir avec Fribourg, mais je travaille déjà à 100%, puis on va s'arranger pour les entraînements. Et puis c'est comme ça que je suis revenu à Fribourg. J'ai dit, il faut que je finisse là où j'ai commencé. Et à aucun moment, bah alors j'insiste, hein, mais quand on a ton talent, à aucun moment tu te dis il faut que je reste pour aider à développer, à améliorer la structure. Non, alors au niveau de la structure olympique à l'époque, c'était déjà très bien. Donc honnêtement, non. Moi, je suis revenu, j'ai dit maintenant il faut qu'on ait une équipe. Puis maintenant, je reviens, puis on va gagner, quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que bah, j'ai eu la chance de faire en sorte qu'on gagne, enfin l'équipe. Et puis j'ai pu finir de la plus belle des manières. J'ai fini mon dernier match à Sainte-Croix en gagnant le championnat. C'était mon dernier match avec tout le monde que je connaissais, tous ceux qui m'avaient suivi depuis 25 ans. Et puis voilà, après j'ai pu toucher un ballon. Quand justement tu sens que tu vas éteindre la lumière, justement tu vas tirer la prise, il se passe quoi? Alors en plus tu as les montagnes russes, le chariot des émotions, c'est le dernier match, c'est la finale, tu l'emportes, l'arbitre y siffle, vous êtes champion de Suisse, tu sais que c'est la fin de ta carrière, entre guillemets lundi bah, tu vas pointer, tu penses à quoi? Bah, c'est compliqué parce que dans ma tête c'était très compliqué quand je suis parti de Villeurbanne. Parce que là, j'ai débranché la prise professionnelle. Là, j'ai dit, voilà, cette carrière pro, le basket, t'arrives au plus haut niveau que tu pouvais arriver. L'Euroleague, une 50aine de matchs, je sais pas combien. Tu te dis, voilà, maintenant... Enfin, dans ma tête, c'était j'arrête. Et puis, je suis venu en Suisse, j'ai commencé à travailler, j'ai joué au basket, mais pour moi, la carrière était finie. Et en fait, j'ai eu le deuxième FT School, justement, à ce dernier match. J'ai eu un immense plaisir à jouer pendant 2 ans. Revenir à Fribourg, avoir gagné tous ces titres. Et puis là, bah, c'est vrai que Damien Leroll m'a fait sortir, je crois, 3 minutes avant la fin ou 4 minutes avant la fin. Et puis bon, ils ont arrêté le match. Alors, je suis peut-être marseillais, mais je pense 10 minutes. Non, mais le changement a duré en tout cas 5 minutes, quoi, parce que voilà, ils ont annoncé que ça finissait, tout le monde était debout. Enfin, c'était... Puis ouais, là j'ai les larmes qui sont venues. Je m'attendais pas à avoir une telle émotion à ce moment-là, d'avoir, bah voilà, de finir. Puis là c'était vraiment le clap de fin, donc clairement. Ouais. À chaque fois que je reçois des invités, je les soumets à la redoutable séquence sur le grill. Tu m'as dit que tu as écouté quelques épisodes avant d'arriver, donc tu sais ce qui t'attend. Donc je vais te poser 10 questions. L'idée c'est de répondre du tac au tac le plus rapidement possible. Il n'y a rien de méchant. J'avais essayé de faire un truc genre passement de jambes, meneur de jeu, etc. Mais je vais pas te le faire parce que c'est plutôt moi qui vais me prendre les pieds dans le tapis. Harold, est-ce que tu es prêt à passer sur le grill? Mais oui, allume le feu. C'est parti. Au-delà du mur, sur le grill. Le meilleur joueur de tous les temps pour toi, c'est qui? Michael Jordan. Ta plus belle victoire? Une seule. Ah, une seule, c'est toujours dur. Alors, je pense que c'est quand même le championnat de France. Tu es le Mozart du basket suisse. Tu connais un titre de Mozart? Non, pourtant j'en ai joué. Alors, quelque chose que personne ne sait, c'est que j'ai fait plus de 10 ans de flûte traversière. Alors ça je le garde, c'est collector. Fondu moitié-moitié ou vacherin? Vacherin. Merci Harold, merci Harold. Tu étais plutôt adrénaline d'un match de basket ou alors tu préférais Michael Jordan qui vient ouvrir un compte en banque chez toi? Ah non, adrénaline du sport. Ce qui te manque le plus de ta carrière? Alors par rapport à ce que je fais maintenant, c'est le partage
lors des victoires, le partage avec les autres. J'étais un joueur d'équipe tout le temps, c'est improbable que je fasse de la course à pied maintenant. Le collectif, excellent, pas le partage collectif. Ouais. Le titre de ta biographie? Chauve qui peut. Excellent. La question qu'on t'a posée le plus souvent? Ça c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on m'a posé plus souvent? C'est que du talent ta carrière? Ouais. Celle que t'aurais préféré qu'on te pose un soir de défaite? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous relever? Et la réponse? Je vais même le faire avec l'accent de Duško Ivanović. Nelia que travaille toujours plus fort. Le travail. Le travail. Pas de miracle. Bravo. La transition est toute trouvée. Pendant la séquence sur le grill, t'as dit c'est totalement improbable que tu fasses du trail. Eh ben, on va y venir. Comment c'est possible que t'en sois arrivé au trail? Alors par hasard, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent par hasard dans un certain secteur, etc. J'ai arrêté ma carrière de basket, j'ai pu toucher un ballon et je pense que j'avais un besoin d'être à l'extérieur. Donc j'ai fait pas mal de randonnées, escalade, alpinisme avec le club alpin, dont je suis toujours membre, le club alpin Molaison. Et c'est vrai que pendant pas mal d'années, j'ai bien crapahuté, et puis je suis tombé lors de ma carrière professionnelle dans une grande banque sur un certain Patrick Genoux qui est un ultra-trailer et puis qui préparait la fameuse Diagonale des Fous, puis qui m'a dit « Viens faire un trail avec moi, faut que je vais au Tessin, je dois me qualifier, je dois faire un ultra. » Et puis c'est là que je lui ai dit que non, moi, courir, jamais, je trouve ça absolument pas intéressant. Il me dit « Mais c'est comme tu fais maintenant en rando, sauf que tu cours en descente. » Et puis bon, il m'a montré le parcours, etc., qui avait l'air incroyable. Et puis j'ai dit, bon, j'ai craqué. Et puis c'est vrai, il m'a dit, ouais, il y a un 20 km avec 1000 de dénivelé, t'as déjà fait ça. Et puis effectivement, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ça, j'ai déjà fait en rando, j'ai vu le prochain, 55, 3008. Je dis, bon, je m'inscris à celui-là. Puis pas peu mal préparé, je l'ai quand même fait, je l'ai fini. C'était très très dur, mais c'était absolument incroyable comme expérience. Les paysages, le partage, la souffrance, et puis le concept de pas devoir performer, mais de se battre contre soi-même pour finir. Et puis ça, j'ai trouvé génial. C'est totalement différent du coup du basket, parce que la partie collective, là, c'est vraiment t'es artisan de ce que tu fais. Oui, et puis le concept du trail fait que la performance, elle est dans l'accomplissement de la course, elle n'est pas dans le chrono. Je pense que si je m'étais inscrit à Mora-Fribourg, tout le monde dit t'as fait combien de temps? Ouais. Là, je dis, je fais un trail de 55 filles. Ah, c'était comment? J'ai fini. Ouais. Et déjà, ça, c'est incroyable. Et puis, depuis maintenant, j'ai commencé au milieu de 2018, donc ça fait 4-5 ans que je cours. Il n'y a pas une course qui a été, on va dire, stigmatisée par un chrono. C'était toutes des aventures. Et puis, je le dis souvent, l'aspect compétiteur que j'étais ultra compétiteur, ultra pro quand j'ai joué au basket. On va dire, toutes mes cartouches de compétition, je les ai lâchées là. Non, mais j'ai plus d'intérêt à être compétiteur maintenant. Ça m'intéresse d'avancer, mais j'ai plus d'intérêt à gagner une place ou en perdre une, etc. Maintenant, c'est l'aventure, c'est être en haut, je m'arrête, je discute avec les gens, je prends des photos, au ravito, je prends le temps de me ravitailler, je n'ai pas besoin de regarder ma montre pour gagner du temps au ravitaillement, et puis juste pour finir cette aventure, et puis d'être bien, puis d'en faire une autre. Quoi. Et du coup, t'as directement mordu à cette sensation-là. Tu crois que ça tient à quoi? C'est le fait que justement les barrières ou les limites
que tu pourrais avoir peut-être dans une carrière structurée, genre basket, elle vole en éclats quand tu vois justement ces paysages? Tu crois que c'est dû à quoi? Ouais, il y a tout, il y a vraiment, c'est les barrières, on va dire, mentales, physiques, psychiques qui volent en éclats. J'étais tellement dans une structure pro de m'entraîner pour arriver à un certain but et être performant là, et j'ai atteint toutes ces limites, on va dire, sportives, basketballistiques. J'estime que je n'aurais pas pu performer beaucoup plus que ce que j'ai fait durant ma carrière, en mettant tous les atouts de mon côté. Et je suis arrivé après à un niveau où j'ai exploré quelque chose qui me dépasse complètement. Et puis ça, c'était sur des 50 km. Donc c'est clair, quand après je suis passé sur les ultras, là, on est dans un univers complètement incroyable, avec soi-même. Et puis ça, j'ai découvert, moi qui étais un joueur de collectif, d'entraînement, etc. Et puis de vivre des émotions que j'ai jamais vécues dans le sport collectif. Et tu parles d'émotions justement et d'ultra. Et dernièrement, il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, tu as parcouru la CCC, donc une des courses du fameux UTMB. Tu as terminé donc. C'était ça le challenge. Comment est-ce que tu as abordé cette préparation? Parce que ça fait quand même pas si longtemps que ça que tu es dans l'ultra. Donc comment est-ce que tu as abordé cette préparation et surtout comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé, pour revenir directement à la course, relativement bien. Je dis relativement parce que c'est la première fois où j'ai un problème gastrique, qui est un des gros problèmes des ultras. Les 30 premiers kills, très bien, et ensuite j'ai vomi, je sais pas pourquoi. Plus possible de s'hydrater ou s'alimenter pendant 2-3 heures. Donc là, j'étais clairement au 35e kilomètre à 2 doigts de l'abandon. J'ai dit, il m'en reste 65, 4000 dénivelés, si je m'hydrate plus, si je mange plus, c'est fini. Puis là, il y avait un ravito, grâce à un copain qui est venu me voir, il m'a dit, pose-toi un bon moment, prends le temps de te poser, voir si tu peux te ravitailler. Et puis là, j'ai pu prendre un coca, un bouillon, le liquide passait de nouveau, donc c'était déjà une bonne chose. J'ai dit, je passe de ravito en ravito. Et puis j'ai continué comme ça, puis sur 40-50 km, j'ai, on va dire, survécu à un rythme un peu moins haut. Et puis au 75e kilomètre, j'ai pu aller à un ravitaillement, puis là, me ravitailler de manière très bien. Et puis c'est fou à dire, mais au 75 km, ça a complètement tourné. Puis les 25 derniers kilomètres, fantastique. J'ai fini comme si j'allais courir à la Béra un samedi matin. C'est peut-être mieux de finir comme ça en fait. Ah ouais, alors c'était incroyable de finir dans une telle forme en sachant que j'étais à 2 doigts de l'abandon au 35e kilomètre. Donc émotionnellement parlant, c'était une course qui était géniale, quoi. C'est ça, c'est ça les trucs avec l'ultra ou alors le trail, c'est que t'as le temps de cogiter quand même. Ah, t'as bien le temps, ouais. T'as bien le temps. Et c'était ton premier 100 km? Non, alors j'avais fait un 113 il y a 2 ans, mon premier ultra dans le Jura, et puis qui était qualificatif pour la diagonale. Donc, j'ai fait la diagonale des fous au mois d'octobre 2022. Donc ça, c'était l'ultra, 172 km. Et puis donc c'était le 3e vraiment vrai ultra. J'ai fait encore 3 de 80 km aussi. Donc ouais, ça commence à cuber. Ouais, c'est pas mal de dénivelé. Est-ce que tu as pu apprendre à connaître un nouveau Harold? Est-ce qu'il y a des facettes de toi que tu as découvertes dans le trail que tu connaissais pas dans le basket? Ouais, alors c'est une introspection qui est absolument incroyable. Je pense qu'il y a tous ceux qui ont pu toucher un ultra. Quand je parle ultra, je pense que c'est à partir de 50-60 km, on peut déjà être dans ces niveaux-là. Quand on fait déjà une dizaine d'heures sur le cours, on a de toute façon des hauts et des bas, et puis c'est dans cette adversité-là qu'on va puiser en nous-mêmes, on se pose des questions, oui, non, encore, etc. Et puis c'est des émotions qu'on n'a jamais vécues. Là, j'ai clairement vu dans ma tête l'idée d'abandonner, et il faut passer par-dessus. À la Diagonale des Fous, c'est plus de 2 jours de course. Et puis là, j'ai jamais eu, par exemple, l'idée d'abandonner, alors que j'étais aussi à des moments très fatigué, on dort pas, ou très très peu, j'ai dormi 2 fois 35 minutes sur 48 heures, donc presque rien. Mais on vit des moments absolument incroyables. Et puis, certains mettent de la musique, ou des podcasts, ou des choses comme ça. Moi, j'ai toujours pris avec moi. Et ça fait 5 ans que j'ai pas mis les écouteurs dans les oreilles, donc je vais commencer à arrêter de prendre les écouteurs et les trucs avec moi qui me servent à rien, parce que
je sais pas, je suis en communion avec la nature, avec moi-même. J'adore courir la nuit parce que on est encore plus seul, il y a juste la frontale. C'est des moments un peu de transe ou de sport, transe, fatigue, un peu mystique comme ça. Et c'est des moments qu'on ne vit pas du tout quand on est entouré dans cette adrénaline de coéquipiers, de gestion très professionnelle d'un sport d'équipe. Bien sûr. Et du coup, ça veut dire que tu vas continuer. Ça veut dire que tu vas continuer les ultras. Tu nous prépares quoi ? Alors, non, ça fait 2 ans que j'étais quand même préparé pas mal. Le Diagonale des Fous l'année passée, à la CCC cette année, donc j'avais, on va dire, pas mal de courses prévues pendant l'année. Là, je vais un petit peu lever le pied, normalement. Donc, non, j'ai encore une course au mois de décembre, c'est la Saint-Élion, donc entre Saint-Étienne et Lyon. C'est une course mythique, c'est la 69e édition cette année. C'est 78 km, un peu moins de dénivelé, un peu plus de 2000, mais ça se court de nuit, le 2 décembre, généralement il pleut, il neige, mais voilà, c'est une course mythique entre Saint-Étienne et Lyon, puis moi, qui ai vécu 5 ans à Lyon, ils m'ont invité à cette course-là, donc je suis content une fois de la faire, donc ça c'est le 2 décembre, et puis l'année prochaine, en principe, je vais lever un petit peu le pied, je vais plutôt faire des trails un peu plus courts, mon épouse s'est mise aussi au trail, donc on va pouvoir partager quelques courses ensemble. Et puis, dans le coin de ma tête, j'ai fait la CCC cette année. J'ai les points pour me qualifier pour l'UTMB. Donc voilà, on va essayer de commencer à passer au tirage au sort. Et puis on verra si l'année prochaine, l'année d'après. Mais une fois faire l'UTMB, ça serait quand même l'aboutissement. Boucler la boucle. Voilà. Je te dis merde. Ouais, parce que les tirages au sort sont en janvier, c'est ça. Voilà, inscription décembre, tirage au sort 16 janvier, le résultat. Bon, si c'est pas l'année prochaine, ça sera celle d'après. Maintenant il y a un nouveau système UTMB avec des running stones, il faut participer à des étapes. Cette année, j'ai pu participer au trail de Verbier-Saint-Bernard, donc j'ai déjà des running stones. Donc, je suis éligible pour l'année prochaine. Et puis, donc si c'est pas l'année prochaine, on va peut-être faire 1-2 courses satellites du TMB, et puis on verra l'année d'après, mais je suis pas à la minute. T'as le temps. Voilà. Piano dans le trail. Exactement, tranquille. Profiter du paysage. Ouais, il faut. Merci en tout cas grandement d'être venu nous raconter ton histoire, Harold. Avec grand plaisir. C'était vraiment super. Et puis on se revoit bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao. Sur la route. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao.